Je vous présente aujourd'hui notre 538e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Nous assistons lentement mais sûrement à un soulèvement, une mobilisation de la jeunesse algérienne contre la perspective d'une 5e mandature du président Abdelaziz Bouteflika. Qui, selon vous, encourage ce mouvement? Je ne sais pas, je crois qu'il peut être naturel. Le fait que le président Bouteflika, qui est momifié pratiquement, postule un 5e mandat, a quelque chose de très choquant, en particulier pour un peuple algérien de plus en plus nombreux et de plus en plus jeune. Par conséquent, je pense qu'il y a là une réserve assez abondante d'événements futurs, peut-être proches d'ailleurs, liés probablement soit à l'élection, soit à la mort de Bouteflika. Certainement, les équilibres algériens ne vont pas persister. Alors, un journaliste essayiste qui s'appelle Mohamed Sifawi s'est essayé à voir, en cas de drame en Algérie, de drame massif, quelle serait la part de la population algérienne qui trouverait une raison de venir en France et même un argument juridique à y venir. Il y a à peu près 800 000 Algériens qui sont des binationaux français, mais à cause des implantations en France, il évalue, lui, entre 10 et 14 millions d'Algériens qui auraient une raison à la fois juridique et personnelle, familiale, de faire valoir le droit d'asile. 10 à 14 millions. Autrement dit, la perspective d'une déstabilisation en France de la crise algérienne existe. Tout à fait, mais je signale que c'est un raisonnement que je tiens depuis de nombreuses années, même peut-être décennies. Dès que le mouvement démographique s'est enclenché dans le monde entier pour aboutir à une révolution qui, je le rappelle, a porté le nombre des terriens de 3 à 8 milliards, eh bien, il est évident que l'Algérie était une préoccupation importante à cause de ses proximités avec la France. Et c'est sûr qu'il y a là un danger mortel, mais qui est lié tout de même aussi à notre législation du droit d'asile. Du droit d'asile, absolument, pardon, excusez-moi. Du droit d'asile, et ce sont ces législations qu'il faut absolument réviser au plus tôt pour réduire la possibilité des étrangers de s'installer en France et de devenir français. Rien ne dit toutefois que cette jeunesse algérienne potentiellement migrante vers la France soit de nature islamiste. Non, mais elle a de fortes propensions à l'être, et surtout que le déracinement jouera dans le sens du rattachement naturel à des valeurs stables. Et c'est là qu'on peut penser que ça peut ouvrir au contraire une voie glorieuse à l'islam, et même à l'islamisme. Alors, le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un se sont retrouvés avant-hier et hier à Hanoï en Thaïlande. Le président Trump a gratifié Kim du terme « ami » lors d'un discours promettant le bonheur absolu à son peuple si la Corée du Nord renonçait à la bombe nucléaire. Nous sommes loin des échanges catapultaires, dirais-je, des années passées, non? Des 3 dernières années passées. Oui, je dois dire que je préfère voir les deux chefs de la Corée du Nord et des États-Unis d'Amérique se serrer la main plutôt que de se menacer par voie radiophonique, car le risque existe évidemment d'une guerre, en tous les cas d'une attaque nucléaire possible. Je ne sais pas quel est l'état technique de l'armement nord-coréen, mais il n'en reste pas moins qu'il faut préférer de loin la diplomatie à la guerre. Par conséquent, je crois que Trump est dans le bon sens là, bien qu'il soit, on le sait, particulièrement attaqué aux États-Unis d'Amérique par les confidences, mais ce qui est extraordinaire de son ancien avocat. On croyait savoir qu'il y avait un droit strict de confidentialité, soit dans le métier d'avocat. Il semble qu'aux États-Unis,
ce soit au contraire des reporters plutôt que on des défenseurs. On n'est jamais mieux trahi que par ses plus proches. Ah mais tout de même, oui, mais quand même, c'est un peu gros. Bon, cela dit, l'avocat en question est déjà condamné à 3 ans de prison, il n'a plus grand-chose à perdre. Oui, c'est vrai. Mais alors, dans la rubrique complotisme, on soupçonne maintenant le président Trump, y compris en France, d'avoir organisé le sommet avec la Corée du Nord pour essayer de brouiller le témoignage de son ancien avocat devant le Sénat. Vous voyez, toutes les hypothèses sont possibles. Oui, mais ça ne prouverait que son habileté. Bon, cela dit, pour en terminer avec la Corée du Nord, aujourd'hui, on apprend qu'il n'y a pas d'accord qui soit la conséquence de ce sommet à Hanoï tout de même. Oui, dans l'ancienne Indochine française, ça vous rappelle des souvenirs? Oui, on parle, c'est déjà quelque chose, c'est un peu comme le grand débat, ça. Il n'en sortira pas grand-chose du moment qu'il n'en sorte pas la guerre. Ni la guerre internationale, ni la guerre civile chez nous. Alors, pédophilie au sein de l'Église catholique. Le numéro 3 du Vatican, chargé des finances du Saint-Siège, le cardinal Georges Pell, a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineurs, puis condamné. Il a toujours nié les faits dont on l'accuse, depuis 19 ans. Ses avocats ont fait appel. Que vous inspire, Président, ces soudaines révélations concernant l'Église catholique? Ben, je ne sais pas, mais je trouve que l'Église catholique fait tout ce qu'elle peut pour donner de l'éclat à cette accusation, puisque le pape lui-même est intervenu. Ces faits sont éminemment condamnables, regrettables, mais je pense que quand on est l'accusé, on a dans cette affaire bien triste mine, donc on rase les murs. Ben non, là on monte au pinacle. Ça ne me paraît pas de très bonne technique de communication. Alors, on ne dit pas souvent ici de bien de Mme Merkel, mais lorsque l'Église allemande a été frappée des mêmes accusations, Mme Merkel, la chancelière allemande, a souhaité que les enquêtes portent sur toutes les professions qui mettent en contact des adultes avec des jeunes et pas exclusivement les églises. Ça concerne aussi l'Église protestante allemande, etc. Il n'y a pas que les catholiques. Mais élargir cette réflexion sur la pédophilie à tous les métiers de l'éducation, du sport, qui mettent en contact des adultes avec des jeunes, paraît quand même la bonne démarche, sans tout polariser. Vous avez tout à fait raison, c'est exactement comme nous. Quand nous sommes volés par le Parlement européen, taxés de sommes énormes, 320 000 € en ce qui me concerne, pour un emploi d'attaché parlementaire, d'un attaché parlementaire qui aurait travaillé plutôt pour le parti que pour moi-même, eh bien, on peut souhaiter qu'il soit étendu aux 700 députés européens. Bon, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les eurosceptiques, comme nous, qui soient visés par l'état-major qui nous gouverne. Une très bonne raison, c'est ce qu'on appelle la Lex Le Peña, la loi spécifique pour Jean-Marie Le Pen. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne suis pas narcisse, vous savez. Vous n'avez pas été nommé au Conseil constitutionnel et pourtant vous pesez sur la législation. Non, mais je le mérite. Qui sait? Poussé dans ses retranchements par son Parlement, le gouvernement de Theresa May n'exclut pas un report de sortie de l'Union européenne. Un second référendum serait même à prévoir. Excite le Brexit? Oui, écoutez, on a l'habitude de cette technique qui consiste à recommencer les interrogations démocratiques chaque fois qu'elles ne vont pas dans le bon sens. Alors, il n'est pas impossible que soit proposée une nouvelle consultation, mais je ne suis pas sûr que ça change les choses. Je crois que le Brexit est en action et qu'il devient irréversible. Alors, c'est une question de quasiment 2 jours. Maintenant, c'est à la fin de ce mois de mars qu'en principe, la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. On a l'impression quand même que pour peser sur le résultat continental des élections européennes, la consigne, ce soit de faire peur finalement, c'est-à-dire les îles anglaises vont sombrer et on n'en parlera plus, englouties par le flot du Brexit. Là, pour l'instant, ça a l'air de porter plutôt en faveur de Marine Le Pen. Par conséquent, réjouissons-nous. Ces faits nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. Alors justement, à cet effet, selon un sondage Ipsos Game Strangers, la liste Les Républicains serait créditée à 12% d'intention de vote aux européennes à venir, les Insoumis 8%, les socialistes entre 5 et 6%, contre le Rassemblement national
et le LREM, tous les deux ex aequo à 22%. La stratégie politique de leur patron, du patron des Républicains, Laurent Wauquiez, aura été un véritable fiasco pour les Républicains. Avez-vous suivi et analysé sa méthode de combat politique? Je crois qu'ils sont plutôt en progression. Ils étaient à 12 la semaine dernière, me semble-t-il. Ils sont à 13. Il ne faut pas non plus donner aux sondages une importance qu'ils n'ont pas. Mais c'est remarquable de constater que le Rassemblement national, ex-Front National, fait le même score qu'une formation regroupée. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que LRM, il y a aussi le MoDem et même, je crois, une autre formation. Par conséquent, l'avantage est pour l'instant à Marine Le Pen. J'espère qu'elle va le conserver et qu'elle va, en ouvrant bien sa liste comme il convient, mais en gardant l'axe d'opposition nationale, qu'elle puisse faire un score très remarquable qui pourrait changer les choses, y compris au Parlement européen. Alors on peut peut-être lui donner un conseil de prudence, puisque quand on regarde les 5 dernières élections et les sondages de ces 5 dernières élections à peu près à même distance, c'est-à-dire 2-3 mois avant le vote, on constate que depuis 2002, les sondeurs ont tendance à surévaluer un petit peu le Rassemblement national, ex-Front national, pour ne pas retomber dans la minoration qui avait constitué la surprise du premier tour de 2002. On est encore dans l'Alex Le Peña, là. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas se démobiliser, qu'après tout, un bon score dans les sondages n'est pas forcément un bon score dans les urnes. Absolument. Surtout, c'est plutôt un conseil de mobilisation qu'il faut donner, d'ailleurs qui semble s'amorcer, puisque c'est bien, les sondages semblent prouver qu'il y aura plus d'électeurs que d'habitude, et ça, je le souhaite vivement, et si les Français sentent le risque qu'il y a de rester chez eux, espérons que cette mobilisation profite au mouvement d'alternance que représente le Front National. La mise en garde habituelle, c'est que les milieux populaires ont tendance dans l'élection européenne à se mobiliser dans les sondages, mais pas le jour du vote. Oui, justement, c'est là peut-être que l'agitation qui a été animée par les jaunes, par les gilets jaunes, peut avoir des effets, compte tenu des classes sociales qui sont impliquées dans cette agitation. Il est probable que ces problèmes vont prendre plus d'importance et que dans ces conditions, le gouvernement, la majorité, est plus menacée que jamais. Oui, justement, à cet effet, il faut quand même retenir le fait qu'il est fort possible que les Gilets jaunes puissent présenter une liste et auquel cas, elle pourrait empiéter sur les résultats et du Rassemblement national et d'autres partis. Oui, c'est possible. Comme les Insoumis, par exemple. Je constate que dans le dernier sondage, ils sont donnés à 3%. Oui. Ce qui ne m'étonne pas, en l'occurrence, puisque les dirigeants, ceux qui s'exprimaient au nom des Gilets jaunes, ont toujours conspué la politique, les politiciens, les partis, etc., et semblent dans une voie très étroite de possibilité de se défendre sur le plan politique proprement dit. Rassembler des aspirations aussi diverses et quelquefois contradictoires est un tour de force que je ne crois pas les dirigeants, entre guillemets, des Gilets jaunes soient capables de contrôler, de maîtriser. Encore un petit mot peut-être sur les sondages, puisqu'on n'en a pas parlé. La liste du Dupont-Aignan, elle est retombée à 5%, c'est-à-dire la barre qui permet d'avoir des élus. Monsieur Dupont-Aignan est un spécialiste du 4,99. Peut-être que là... Ça, il court de grands risques, là. Et peut-être que ceux qui se sont ralliés un peu vite à la cause de Debout la France se posent aussi des questions maintenant. C'est vrai, seulement c'est l'événement qui jouera, je pense. C'est l'événement qui va se produire dans les semaines qui viennent, ou qui ne se produira pas. Mais s'il se produit, peut modifier considérablement la donne et permettre même au Rassemblement national d'espérer des scores extraordinaires, dépassant très largement celui qu'il a obtenu dans la dernière consultation, et qui était, je le rappelle, d'être en tête avec 24,5% des voix. Hein.
La mise en vente d'un couvre-tête destiné aux femmes musulmanes par l'enseigne sportive Decathlon avait soulevé une polémique ces derniers jours. La marque a finalement fait marche arrière sous l'effet de ce fameux tollé général. Qu'en avez-vous pensé, Président? Écoutez, c'est aberrant d'abord de préparer ou de présenter ou de proposer un équipement qui couvre la tête et les épaules pour faire du sport me paraît peu compatible avec la nécessité de respiration qu'exige ce genre d'exercice. Bon. En plus, je crois qu'il y a une règle qui devrait être établie, si elle ne l'est pas, et respectée scrupuleusement, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir le visage masqué dans notre pays à aucun moment. Et en particulier, je dois dire que je suis choqué de voir quand les prisonniers sont remis aux autorités occidentales, eh bien les femmes soi-disant échappées, qui anti-Daesh, elles ont l'hijab, c'est-à-dire on ne voit que leurs yeux. Oui, ça c'est le niqab. Et comme l'a expliqué, je ne me souviens plus quel terroriste, lui se déplaçait très bien en France avec cet équipement de telle manière qu'il pouvait masquer le fait qu'il était un homme. C'est vrai qu'il y a des hommes qui ont de beaux yeux. Oui, non, mais concernant les femmes djihadistes, il s'agit du niqab. Mais là, le niqab, oui, mais le hijab, en aucun cas, ne voile le visage. Ah non, mais je parle du niqab, moi. Oui. Je parle du niqab. Oui. Voilà. Alors, puisqu'on parle de sport féminin, dans un mois, Coupe du monde de football féminin en France. Est-ce que vous allez être assidu à ce spectacle sportif? Parce que d'abord, je suis le sport du football féminin. Je constate d'ailleurs que les femmes, les filles, sont tout à fait aussi capables que les hommes de maîtriser ce sport et que le spectacle est souvent très intéressant. Peut-être un peu moins rapide, justement, que celui des hommes, mais à partir de là, justement, plus facilement observable. Oui, je serai certainement un télévisuel attentif. Alors, le sieur Benalla et son camarade, complice ou compagnon, Kraz, ont été remis en liberté après une semaine passée à la toute neuve et rafraîchie prison de la Santé. Vous l'aviez cru sacrifié par le président Emmanuel Macron. Quelle a été votre réaction? Écoutez, je constate que M. Benalla fait la saga de la République de M. Macron, oui. Qui lui colle aux mains comme un papier de bonbons acidulés, n'est-ce pas? je finis par presque prendre Benalla en pitié. Je le vois victime d'une persécution collective que ne me semble pas mériter ces embardées diverses, si tant est qu'il soit le premier à user de ce genre de technique. Il n'y a pas que le président de la République qui paraît empêtré maintenant dans l'affaire Benalla, il y a le président du Sénat, M. Larcher, que vous avez souvent dans votre collimateur, car c'est lui qui va devoir influencer le bureau du Sénat pour transmettre ou non à la justice le rapport de la commission parlementaire. Or, on sait que M. Larcher a des ambitions matignonesques si jamais l'actuel Premier ministre Édouard Philippe faisait un autre choix dans les prochains temps. Terrible dilemme, au fond. Cruel dilemme. Ça devient l'affaire Larcher. Oui. Écoutez, c'est la comédie, tout cela. C'est la comédie, la tragicomédie parlementaire. Parce qu'il y a un côté tragique aussi, c'est que pendant ce temps-là, la France s'enfonce dans la décadence et qu'il faudrait à sa tête des hommes qui aient d'autres préoccupations que celles de l'affaire Benalla. Et que parler de Benalla évite de se pencher sur les réels problèmes, en définitive. Alors, vos lectures, cher Président, en avez-vous cette semaine? Mes lectures, pour l'instant, sont suspendues au fait que je lis surtout le premier jet du deuxième tome, que je corrige, et c'est un travail qui exclut toute autre activité. Donc on attendra. Pour l'instant, ce ne sont plus des lectures, mais de la relecture. Peut-être la semaine prochaine fera-t-on une petite exception. Et puis n'oubliez pas une chose, pour l'instant vous corrigez votre manuscrit, mais un peu plus tard, il faudra relire les épreuves, avec toutes les erreurs qui s'introduisent.
Ah oui, écoutez. Il va falloir revivre ce moment. Entre nous, lire du Le Pen toute la journée, ça commence à me fatiguer. Surtout quand les correcteurs y ont mis des fautes qui n'étaient pas dans le premier Oui, jet. Je sais que c'est un sport que vous aimez beaucoup. Lire, c'est un grand plaisir, mais relire et relire, ça c'est plus dur. Oui, c'est plus dur, mais indispensable. En tout cas, cher président, nous nous retrouvons la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Jean-Marie Le Pen. Au revoir.